savez, le Sénat, c'est l'instance qui s'occupe des territoires. Les sénateurs ont le même travail que les députés. On fait la loi, on prépare la loi, on contrôle le gouvernement, mais en même temps, constitutionnellement, le Sénat est l'instance qui représente les territoires. C'est pour ça que les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct, ce sont ce qu'on appelle les grands électeurs, les maires, les conseillers départementaux, conseillers régionaux, qui font le corps électoral et qui nous élisent. Donc, il y a des gens qui parlent d'un train de sénateurs. Moi, j'ai plutôt tendance à parler d'un TGV de sénateurs parce qu'on est fort occupé et ma vie, elle se partage entre une moitié de la semaine à Paris et l'autre moitié en Ariège. En gros, je pars la plupart du temps le lundi d'Ariège. Et je reste à Paris le mardi, le mercredi, et je rentre en Ariège le jeudi. Et donc, toute la fin de la semaine, c'est pour aller visiter des activités en Ariège. Normalement, le mardi et le mercredi, c'est les réunions formelles du Sénat. Avec le mardi matin, la réunion du groupe politique. Il y a des groupes. Tous les groupes politiques se réunissent le mardi matin pour préparer la semaine, l'activité, les décisions, les débats entre nous pour arrêter des positions communes. Le mardi après-midi, c'est du travail en commission. C'est là où on reçoit les ministres, c'est là où on reçoit les experts. Et le mercredi matin, là, c'est aussi une réunion obligatoire pour nous, c'est la réunion de la commission. Ce matin, il y avait donc l'examen d'une proposition de loi demandant au gouvernement de prendre en compte les problèmes des collectivités par rapport à l'augmentation de l'énergie. Et vous savez que l'augmentation de l'énergie sur les collectivités, le risque, c'est qu'il y ait des services publics, des services qui ne puissent pas fonctionner. On a un certain nombre de services, je pense aux piscines, mais les transports scolaires ou autres, qui sont fort dépendants de l'énergie. Et donc, moi je suis interpellé très régulièrement par les communes qui se demandent comment ils vont boucler leur budget 2023. Voilà, donc ça c'était le mercredi matin. Et le mercredi après-midi, alors là, et ça se voit à la télé puisque c'est retransmis, c'est les questions au gouvernement. Et ça, c'est encore une autre activité qui est extrêmement importante et qu'on verra tout à l'heure avec mon ami Patrick Caner, qui est le président du groupe. La question qu'on se pose souvent, c'est à quoi ça sert vraiment formellement un sénateur, comment ça peut changer la vie des Ariégeois. Si les sénateurs ou les parlementaires globalement, députés, sénateurs, ne servaient qu'à faire la loi, pour moi, 200, ça suffirait amplement, alors que globalement, on est plutôt 800. Par contre, si on dit que les parlementaires, c'est des gens qui sont utiles à leur territoire, c'est-à-dire qui rencontrent les personnes de leur territoire, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises, les élus divers et variés, et qui écoutent les problématiques qui se posent, eh bien, à partir de là, j'essaie, moi, c'est une grande partie de mon travail, de retranscrire en décision les problèmes que les gens voient sur le terrain. Alors, si on prend quelques exemples sur des secteurs très variés, par rapport à la santé, par exemple, le gouvernement, l'an dernier, a bien vu que les professionnels de santé étaient fort mal payés, les infirmiers et autres, et donc il y a eu ce qu'on appelle le Ségur de la santé. Mais au début, il n'avait décidé d'augmenter qu'un certain type de professionnels de santé. Et pendant 1 an et demi, et encore aujourd'hui, il y a des personnes en Ariège alors les aides-soignantes, les gens qui vont chez les personnes pour les aider, les personnes âgées, mais aussi les personnes en difficulté, eh bien eux, n'avaient pas droit à cette augmentation de revenus. Moi, je pensais que c'était totalement injuste, je n'étais pas le seul, et donc on a interpellé
fortement le gouvernement pour que ces injustices soient réparées. On a aussi en Ariège la chance d'avoir des barrages hydroélectriques. On a beaucoup d'électricité. Vous savez, l'Ariège est en énergie positive très fortement, puisque les barrages hydroélectriques produisent le double d'énergie que ce que les Ariégeois consomment. Mais à partir de décisions européennes, le gouvernement souhaitait mettre en concurrence ces barrages et que ce ne soit plus EDF qui les gère, mais que, puisque c'est de l'eau pour faire de l'électricité, n'importe qui est capable de faire de l'électricité. Et là, ça a été un travail extrêmement long et qui n'est pas encore terminé, de convaincre le gouvernement, l'État, que cette décision n'était pas une bonne décision, parce que l'eau, effectivement, on s'en sert pour faire de l'hydroélectricité, mais l'eau, ça sert aussi à la boisson, ça sert aussi à l'irrigation, ça sert aussi aux activités de loisirs. Donc pour moi et pour un certain nombre, il n'est pas question de privatiser quelque part ces barrages. Il est important qu'ils restent dans le giron d'EDF. Voilà les deux dernières questions, les deux dernières problématiques que j'ai traitées. Mais il y en a bien d'autres par rapport aux collectivités, sur les finances des collectivités. Il n'est pas rare que des décisions soient prises qui pénalisent le monde rural. Et donc mon travail, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de dire oui, les villes sont importantes, il faut bien des services dans les villes, mais le monde rural, lui aussi, a le droit de vivre. Parce que vous savez, à Paris et dans d'autres endroits, on pense que le monde rural, ça a uniquement deux fonctions. Ça aurait la fonction d'être un lieu de loisirs pour des urbains surmenés, et ensuite que ce serait un élément de biodiversité, et où l'homme devrait mettre le moins d'empreintes possible. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui demande, qui revendique une ruralité vivante, une ruralité dynamique, avec des habitants permanents, une économie forte. C'est aussi pour ça que je me débat, que je rencontre les ministres pour plaider la cause du pastoralisme. C'est impossible que le pastoralisme, sous prétexte de vie de grands prédateurs, soit amené à disparaître. Il faut à toute force trouver des systèmes, parce que l'entretien de la montagne, c'est les éleveurs qui le font. Il est bien démontré que la biodiversité, le pastoralisme y contribue, et il n'y a pas que les grands prédateurs, les ours, qui font qu'il y ait de la biodiversité. L'homme, au cours des millénaires passés, a su préserver les territoires, et c'est ce que moi je m'efforce de faire valoir dans les instances auxquelles je peux porter ma voix. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est qui fait les grandes rivières. Et moi j'ai toujours pensé que les gouttes d'eau font les rivières et puis les grandes rivières. C'est effectivement quand on fait ce type de fonction, de mandat passionnant, il faut être humble et constant. Humble parce qu'effectivement, on ne réussit pas tout le temps. Par contre, depuis 2 ans que je suis élu, je m'aperçois que, en interpellant régulièrement sur un certain nombre de sujets, eh bien, les choses peuvent bouger. Mais il ne faut pas vouloir faire uniquement le buzz. Il faut être vraiment dans le travail des commissions, dans les groupes de travail. On a une grande force en tant que parlementaire, c'est le droit d'interpellation. C'est-à-dire que si on s'adresse à un ministre, à un haut fonctionnaire, il a l'obligation de nous répondre le plus sincèrement possible. Et je ne me prive pas d'utiliser
ces outils à notre portée par des questions orales. Donc toutes les 3 semaines, on a le droit de poser des questions aux membres du gouvernement. Ils viennent ici, au Sénat, et ils nous répondent. Et leur réponse est publique et vaut engagement de l'État. Idem avec les questions écrites, il a l'obligation de me répondre. Alors il n'y a pas trop de délai, donc des fois on attend longtemps. Mais des fois on a des réponses, elles ne sont pas toujours à côté du sujet. Ça peut des fois, hein, quand il y a des questions qui sont gênantes. Mais dans ce cas-là, quand une question écrite n'a pas été bien répondue à mon sens, ben, je passe par la fenêtre avec une question orale. Sinon, je croise dans les couloirs quand les ministres sont là et je les interpelle de vive voix. Voilà, c'est ce que j'appelle être constant. Tous les sénateurs sont dans une commission et une seule. Ce sont des commissions qui sont permanentes, il y en a 7, et elles sont... Tous les partis sont représentés et en fonction du nombre de sénateurs par parti politique, on a un certain nombre de places. Voilà. Donc pour ma part, je suis à la commission économie. Ces commissions, elles se réunissent le mercredi matin, quasi obligatoirement, mais aussi à d'autres moments. Et donc on traite de toutes les questions qui relèvent de l'économie, donc toutes les questions agricoles, toutes les questions de l'énergie, et c'est un sujet sur lequel je suis très impliqué en ce moment, et j'y étais impliqué avant que ça ne devienne extrêmement pondérant et que ce soit la question du moment. Déjà en janvier dernier, avant le début même de la guerre en Ukraine et des problématiques qui ont été amplifiées par ce conflit, je travaillais avec des collègues sur les risques de blackout énergétique, sur le fait que la France, malgré certaines déclarations, n'avait pas développé suffisamment les énergies renouvelables, et aussi la question du nucléaire. Aujourd'hui, on a la moitié des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. Elles sont à l'arrêt pour diverses raisons. Alors, le nucléaire, est-ce l'avenir? Est-ce un mal nécessaire? Si oui, pour combien de temps? Voilà toutes les questions que nous travaillons. Donc, les énergies renouvelables d'un côté, le nucléaire de l'autre, et bien évidemment, et fondamentalement, je dirais, la sobriété, parce que c'est bien par la sobriété qu'on arrivera à garder le minimum d'énergie dont on a besoin, parce que l'enjeu fondamental de l'énergie, au-delà du fait que c'est une denrée rare aujourd'hui, c'est qu'il y a des énergies dont il faut à toute force se débarrasser rapidement. Si on veut limiter le dérèglement climatique, il faut à toute force très vite, le plus rapidement possible, se dégager des énergies fossiles, du fuel et même du gaz. Donc c'est de l'électricité dont on va avoir besoin. Le problème de l'électricité, c'est une énergie qui ne se stocke pas. Donc on travaille sur comment on peut aider les filières industrielles à stocker l'énergie électrique, en particulier grâce à l'hydrogène, mais pas uniquement. Voilà, donc de gros dossiers comme ça. Alors les gens, à certains moments, quand ils regardent à la télévision, ils sont surpris de ne pas nous voir dans l'hémicycle. Ils disent, mais ils foutent rien, ils ne sont pas dans l'hémicycle. Ben, c'est pas exact. Dans l'hémicycle, on y est pendant, à certains moments, quand les questions concernent notre commission. Le reste du temps, comme on a travaillé en groupe politique sur les divers sujets
avec les collègues sénateurs qui, eux, sont sur des sujets différents, ben, nous, quand on n'est pas dans l'hémicycle, on est dans les groupes de travail, on est dans les ministères pour travailler sur les questions de notre commission, mais aussi, et c'est fondamental, pour porter les questions qui traitent de notre territoire, pour faire en sorte que les dossiers qui parfois sont bloqués à certains endroits puissent avancer. C'est pour ça qu'on a un travail qui n'est pas à la vue de tout le monde, mais c'est un peu comme l'iceberg. Il y a une face immergée, c'est pas la plus importante, mais il faut y être quand même. Alors, qu'est-ce qui se fait dans l'hémicycle, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Tout le travail de préparation des décisions se font ailleurs que dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, c'est les décisions qui se prennent et les débats autour de ces décisions. Par exemple, quand le gouvernement veut faire passer une loi, il nous la dépose, il la dépose au Sénat, et le Sénat, la commission qui est la plus compétente, alors des fois il y a une partie qui va dans une commission, une autre partie de la loi qui va dans une autre commission, en particulier là on est en plein dans le budget, donc plusieurs commissions sont impactées, donc c'est en commission que le travail commence à se faire, c'est-à-dire que on écoute des spécialistes, on écoute des structures diverses, on a le droit d'interpeller et d'auditionner qui on veut pour se faire une idée de quelle décision serait la plus pertinente à notre âme et conscience. Et à partir de ce qu'on a entendu, on porte des amendements. Des amendements, ça veut dire je vous propose d'ajouter telle ligne à votre loi pour qu'elle soit mieux, à mon sens, pour nos habitants. Prenons l'exemple de l'aide aux communes. Les communes, aujourd'hui, je vous l'ai dit, sont exsangues financièrement par un certain nombre, l'augmentation du coût de l'énergie, mais aussi l'inflation. Et l'État refuse d'augmenter significativement les aides parce que les communes, elles vivent beaucoup de transfuges de l'État. L'État lève l'impôt et puis le redistribue aussi aux communes. Et j'ai demandé au gouvernement que la dotation de l'État, plutôt que d'augmenter de 1%, elle soit augmentée du montant de l'inflation, pour que les communes aient un juste retour des impôts que lève l'État pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc c'est ce type d'amendement que l'on dépose dans notre commission, et après dans toutes les commissions, il y a un rapporteur qui fait la synthèse. Mais comme c'est le rapporteur d'un groupe politique, il fait la synthèse qui va bien à son groupe politique. Vous savez, le Sénat est à majorité les Républicains, à majorité à droite, et moi je ne suis pas du tout de ce bord-là. Je travaille plus sur le côté social, et donc à certains moments, les propositions que je fais dans la commission ne sont pas reprises. Et donc, la proposition de loi qui a été amendée par la Commission ne me satisfait pas. C'est pour ça que je reviens dans séance, dans l'hémicycle, et la personne ne peut m'en empêcher. Je pose une question, et là, c'est le débat en commun de l'ensemble des gens qui sont présents, qui font que la décision est prise ou pas. Et, à la surprise générale, à certains moments, il y a un certain nombre d'amendements importants qui sont pris en compte alors qu'ils n'étaient pas pris en compte a priori dans la commission. C'est ce travail-là qui se fait dans l'hémicycle. Le gouvernement, lui, propose des lois à certains moments, c'est les projets de loi, mais à certains moments, les sénateurs ont le droit de déposer des propositions de loi. Donc, il y a les projets de loi que le gouvernement donne, et ça, on passe une semaine par mois
à étudier ces questions-là, et le reste du temps, soit on contrôle le gouvernement, parce qu'une fois qu'on a voté les lois, il faut bien vérifier qu'elles aient été bien appliquées. Et on est extrêmement surpris, par exemple, que à la dernière session, seuls 48% des lois votées étaient appliquées. Donc on interpelle le gouvernement en disant « mais ça, vous deviez le faire ». Je vous en cite une qui est extrêmement importante pour le département de l'Ariège. Il y a 2 ans, il y a une loi qui a été votée par tout le monde, elle est applicable, sauf que le gouvernement ne la voulait pas. Et cette loi, elle disait que les internes de médecine devaient faire leur stage de fin d'année en milieu où il y avait des problèmes de médecins. Sauf qu'une loi, pour être appliquée, la plupart du temps, il faut un décret d'application. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement, depuis 2 ans, fait la sourde oreille, ne sort pas, n'écrit pas ce décret d'application dont cette loi n'est pas appliquée. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres du contrôle que nous effectuons. Alors le gouvernement, il fait la sourde oreille à certains moments, mais là on voit qu'au bout du bout, cette question des déserts médicaux est tellement prégnante, elle est prégnante en Ariège, je travaille dessus très fortement, que le gouvernement va devoir bouger. Il a fait la sourde oreille longtemps, là maintenant c'est terminé. Donc voilà ce que je fais, ce que les sénateurs font dans l'hémicycle. Alors il y a quelque chose, il y a une question qui taraude des fois les gens, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Les lois, quand le gouvernement les propose, il les propose bien souvent à l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, elle fait tout le travail d'amendement et à la fin, elle vote un texte. Alors sur la législature précédente, quand le gouvernement du président de la République, de M. Macron, avait la majorité des députés pour lui, ben, ça ne posait pas de problème. Le président de la République, le gouvernement déposait une loi à l'Assemblée nationale et la loi qu'il avait proposée, à quelques millimètres près, devenait le texte qui arrivait au Sénat. Et c'était le Sénat qui faisait le vrai travail d'amendement et décidait de faire évoluer la loi et de voter un texte. Donc il avait 2 solutions. Alors il y a des textes, certains textes sont consensuels et donc ce qui sort de l'Assemblée nationale qui arrive au Sénat est voté de la même chose au Sénat. Donc là, ça revient pour lecture et c'est adopté. Par contre, quand le texte qui sort de l'Assemblée nationale arrive et qui sort ensuite du Sénat n'est pas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, il y a une commission mixte paritaire qui se réunit. Ça veut dire que des députés et des sénateurs, une dizaine de chaque, plus des membres du gouvernement, essaient de trouver des compromis entre les articles de loi, et c'est une sorte de marchandage aussi, et à certains moments, ben, il y a un accord qui est trouvé, et ça on dit c'est une commission mixte paritaire conclusive, donc ça veut dire que, et ça revient pour la forme au Sénat et à l'Assemblée, et donc c'est voté et la loi est adoptée. Si par contre les sénateurs et les députés, le gouvernement n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça revient à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors quand l'Assemblée nationale est vraiment dans la même ligne à la majorité que le gouvernement, c'est adopté comme ça. Sinon, il faut encore des discussions au sein de l'Assemblée nationale entre les groupes pour que la loi soit votée. Et donc, à ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, sauf si le gouvernement, et c'est ce qu'il fait en ce moment, utilise ce qu'on appelle le 49.3, c'est-à-dire qu'il dit bon, maintenant ça suffit, ce texte-là, il est adopté même si vous n'êtes pas d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me renversez.
Et donc ça s'appelle une motion de censure, et on en est à 6 ou 7, et il y en aura sûrement d'autres, motions de censure. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement. Sauf que les 49.3, c'est valable sur le budget et éventuellement sur un autre texte. C'est one shoot. Ensuite, le gouvernement doit faire des compromis avec les autres groupes pour que ces textes puissent être acceptés.